Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, et sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais la plus grande partie du chemin a été réalisée jusqu'à présent. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, nous avons fait la plus grande partie du chemin. Alors cet état de perfection, c'est un fonctionnement universel parfait, plus de frontières, plus de... l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, qui n'est plus un danger pour lui-même, ni pour ses congénères, ni pour la planète, qui a atteint le 100% écologique, et l'accession finalement, parce que c'est ça la base, l'accession à l'éveil. Et l'éveil, le nirvana, l'extase, peu importe comment on appelle cet état de conscience supérieure, parce que c'est un état de conscience vraiment différent de l'état de conscience ordinaire. Dans l'état de conscience ordinaire, là par exemple, je suis dans l'état de conscience ordinaire, c'est mon ego qui parle, c'est la construction de cet ego, c'est une sorte de personnage. La réalité de ce que je suis, c'est quelque chose que je peux toucher que dans l'état d'extase où je suis posé dans l'immédiat absolu, en contemplation, en état de contemplation, en état de sérénité totale, et où l'esprit n'est plus dérangé ni par le passé ni par le futur, alors que là, dans l'état ordinaire de conscience, mon esprit, il est un peu sur le qui-vive parce que j'ai des choses à faire, je dois penser à des trucs qui doivent venir demain, tout à l'heure, etc. J'ai le passé qui impacte la façon dont je suis, dont je me comporte. Le fait d'être un peu stressé, de parler comme ça, alors que dans l'état d'extase, tout ça, ça disparaît, l'ego disparaît, et c'est en fait l'essence de l'univers, c'est l'essence qui prend possession de soi et qui nous montre le monde de la façon la plus juste qu'elle est. Le monde tel qu'il est en réalité. Il ne change pas d'apparence, mais on est en lien avec autre chose que son apparence. L'apparence n'est plus le premier regard. Quand je sors dans la rue, si je sors, je vois là une voiture, un pylône. Je vais faire attention à tout ça avec cette terminologie, avec tout ce que j'ai appris à définir comme définition. Pour moi, ça s'appelle une voiture, mais pour un primate naturel, c'est pas... S'il y avait un chimpanzé dans la cour, il dirait pas une voiture. Pour lui, voiture, ça n'a aucune signification, c'est quelque chose. Voilà. Et donc, cette construction mentale, qui est une illusion en fait, eh bien, elle nous sert à construire l'humanité. Mais c'est pas une réalité. Et donc, voilà, je vais définir les choses comme ça. Dans l'état d'extase, tout ça, ça a disparu. Je suis juste en relation avec ce qui constitue cette voiture, les particules élémentaires qui constituent cette voiture et moi-même. Donc, avec le monde des idées dont parle Platon. Et c'est là où je veux en venir, c'est que nous sommes sur l'épisode 5 sur 8 de l'émission de France Culture les chemins de la philosophie consacrés à Platon, sur la République de Platon. Donc je vais reprendre l'écoute et je commente éventuellement en lien avec ma théorie. L'invité du jour, c'est Monique Dixot et c'est elle qui parle. Alors on va refaire ça et ça. Puissance. Qu'est-ce qu'elles sont? Alors on dit elles sont intelligibles. Non. Intelligible encore n'est pas une propriété de l'idée. Il n'y a pas une chose qui s'appelle l'idée qui en plus serait... L'idée c'est quelque chose qui est... c'est ce monde des idées dont parle Platon et qui pour moi correspond aux particules élémentaires qui constituent les choses
à l'essence des choses. C'est-à-dire que cette voiture, ben, son essence, c'est les particules élémentaires qui sont organisées de telle façon à constituer ce qui m'apparaît comme une voiture, comme cet objet-là, ou un arbre, ou une table, ou un être humain, ou quoi que ce soit. Et donc Platon monte au niveau des particules élémentaires, au niveau de l'essence des choses. Et c'est ça qui est la réalité, selon moi aussi. Qui en plus serait intelligible ou pourrait être autrement. Les idées, ce sont des intelligibles. Ce sont des réalités qui sont par essence essentiellement intelligibles. C'est-à-dire qui en appellent à votre intelligence et à aucune autre chose, aucune faculté en vous, si vous voulez parler de faculté. Et c'est aussi ceux qui sont capables de rendre certaines choses sensibles, compréhensibles, en leur donnant un nom. Une idée, chez Platon, c'est ce qui donne son nom à la chose, c'est dont la chose tire son nom. Si vous voulez, si je dis ceci est, je veux dire ceci est un livre, si je dis pas que c'est un livre, je vous informerai pas. Autrement dit, il faut que ce que je perçois des signes noirs sur des pages blanches. Ce que je perçois, il faut que je lui donne un nom pour que ce soit compréhensible par moi et par vous. Bon. Et surtout pour qu'on puisse construire l'humanité. On a dû sortir si on est sorti du royaume des animaux, du royaume des primates, on va dire, et on est des primates, mais du royaume des primates naturels. Les primates naturels n'ont pas besoin de définir les choses avec cette précision, parce qu'ils construisent pas leur système. Ils sont cantonnés dans un mécanisme d'évolution bien précis. Un dominant s'impose, il est harcelé par des prétendants, il thésaurise tous les privilèges, il domine le système, et puis un jour il s'affaiblit, un prétendant réussit à le renverser, il devient dominant, à son tour il reproduit le même schéma, etc., etc., et ce depuis X temps. On est sorti de ce mécanisme-là, et on a développé une conscience, on a développé la parole, on a développé tout un tas de choses qui font que on avait besoin de construire le monde. Et pour construire le monde, eh ben, on doit dire ça c'est une tasse, sinon on peut pas travailler dessus. Mais c'est une construction, c'est un matériel pour aller vers la perfection. C'est pas autre chose, c'est pas une réalité, ceci n'est pas une tasse. Voilà. Ça pourrait s'appeler d'une autre manière. Et c'est pourquoi Magritte dit ceci n'est pas une pipe, parce que c'est le dessin d'une pipe, c'est la peinture d'une pipe, et voilà, etc. Par vous. Bon. Sinon, ils viennent de notre langue. En français, je vais vous dire c'est un livre, en parsi ou en chinois, je vous dirai un autre mot. Ça reviendra au même. Autrement dit, le nom vous donne une certaine connaissance, identifie la chose et la range dans une certaine catégorie que vous pouvez comprendre. Bon. Qu'est-ce qui donne son nom à la chose ? Bien, si je dis c'est un livre, je peux toujours me demander mais qu'est-ce que c'est exactement ? Quel livre ? Qu'est-ce que c'est vraiment ? Qu'est-ce que ça doit être ? Est-ce que c'est juste un bloc de papier ? Est-ce que ça ne doit pas me faire comprendre quelque chose ? Est-ce que ça ne doit pas me raconter quelque chose ? Enfin, etc. Bon. C'est un moyen de transmission. Bon. Chez les Grecs, les livres, ça se déroulait. C'est tout ça. Ça n'avait pas exactement la même réalité, etc. La même existence, si je veux dire. Bon. Donc, une fois que la différence entre l'opinion et le savoir est une différence concernant les objets sur lesquels les deux portent. L'opinion ne porte que sur des choses en devenir, changeantes, multiples, et variables. Le savoir porte sur des réalités que le philosophe commence par poser
chaque fois qu'il pose une question. C'est-à-dire chaque fois qu'il cherche la vérité de quelque chose. Si vous vous demandez, qu'est-ce que la justice ? Ben, c'est quand même l'objet de la République. Voilà. Qu'est-ce que la justice ? La République de Platon. C'est une idée. Bon. Alors, dire c'est une idée. Bon, d'accord, c'est une idée, mais c'est pas une idée abstraite et générale, comme on dit. Elle n'est pas extraite des choses justes. Au contraire, c'est elle qui permet d'appeler juste, voilà. Vraiment. On n'a pas déduit des choses, mais au contraire. Vraiment juste les choses qui sont justes. Voilà. Donc la justice, c'est pas qu'un terme. C'est ça décrit quelque chose. Ça décrit quelque chose qui est juste ou pas. Un acte, une action, quelque chose. Donc la réalité de la justice, c'est l'action qui est juste, c'est autre chose. Bon, donc une idée, c'est ce que le philosophe pose au départ comme l'objet qu'il va interroger tout au long. Il le pose comme un objet qui ne va pas bouger au fur et à mesure qu'il s'interroge sur lui. Donc il le pose comme un objet immuable, invariable, bon, et toujours même que lui-même, hein, parce que s'il se met là aussi à différer de lui-même, on n'en sortira pas. Bon, ça s'appelle une idée pour Platon. D'accord ? Et donc c'est l'immuabilité donc le savoir de la chose. porte sur des idées. Dans la belle phrase du livre 6, on ne passant que donc que par... il parle bien, si c'est immuable pour lui, il parle bien des particules élémentaires fondamentales qui constituent un objet et qui sont immatériels et qui sont le fondement de cet objet. Parce que l'objet lui-même, obligatoirement, il va changer. Le livre, dans 15 000 ans, il n'est plus un livre, c'est de la poussière, c'est autre chose, c'est devenu un autre truc. Mais sa constitution fondamentale, elle est toujours présente, au fond. Que par des idées pour arriver à des... en partant d'idées pour arriver à des idées, etc. Bon, voilà. Ça, c'est ce que Platon appelle la science par excellence. D'accord ? Mais je veux dire, bon... à partir de là, si on a la différence d'objet entre deux puissances, il faut aussi savoir ce qu'elle effectue, cette puissance. C'est la définition de la puissance. Ces objets, ce qu'elle fait, quel effet elle peut avoir. Le savoir agit sur des objets intelligibles et me fait comprendre quelque chose en vérité. L'opinion agit sur des objets fluctuants, sensibles, et me permet de communiquer, d'agir sur les autres, mais pas de comprendre, ni d'apprendre. Alors, Monique Dixot, le livre 6 dont nous parlons ce matin et que nous avons à peine commencé à lire, hein, puisqu'on est parti de la fin du livre 5, est un des livres... J'ai déjà parlé, en fait, du livre 6. Voilà, c'est ça. Mais c'est un des livres, c'est vraiment vous le dites, c'est un tournant dans la République, un tournant ontologique avec cette distinction opinion-connaissance. On commence à esquisser ce qu'est un philosophe, sa fonction, sa définition. Adimante, un des interlocuteurs de Socrate, va intervenir en disant « Mais si le philosophe est celui-ci qui est passionné par la vérité, pourquoi est-il considéré comme dangereux ? Pourquoi est-il considéré comme inutile ?» Et là, il faut qu'on avance, il faut qu'on commence à répondre à ces questions, Monique Dixot, parce que quand même, une des réponses de Platon à la question à quoi servent les philosophes, c'est quand même, je sais pas si c'est à ça qu'ils servent, mais ils ont une fonction qui est celle de gouverner. On va y venir, on en parlera aussi demain. Mais quand même, d'abord, pourquoi les philosophes sont-ils considérés comme des ennemis ou comme un danger? Et ensuite, pourquoi est-ce que Platon pense qu'au contraire, il faut qu'ils soient à la place des gouvernants dans la République? Ça fait quand même beaucoup de questions en peu de temps. Si je peux me permettre, il y a un tournant dialectique, ontologique, vous avez tout à fait raison, dans le livre 6, il y a aussi un autre tournant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le philosophe était celui qui devait garder la bonne constitution, la belle constitution. Les gardiens. C'était des gardiens, et c'est celui qui devait, et ce sont eux qui doivent la gouverner. Bon. Mais qu'est-ce qui va se passer au livre 6 ? C'est que c'est plus du tout la même question qui se pose. La question c'est, étant donné la grandeur du naturel philosophe, étant donné sa quasi-perfection, si vous voulez, quelle est la constitution politique qui va pouvoir l'empêcher d'être perverti, hein, déjà, c'est la première chose, il peut se pervertir, c'est naturel-là. Bon, et qu'est-ce qui va faire que, si vous voulez, il va pouvoir prendre le pouvoir. Enfin, je veux dire, quelle est la constitution dans laquelle il va pouvoir exercer le pouvoir. Bon, autrement dit,
c'est la politique c'est la convenance entre la politique et le philosophe qui est posée. Et non pas l'inverse. Bon. Alors, comment il va répondre à cette question-là? D'abord, pourquoi est-ce que le philosophe peut être perverti? Ça, c'est quand même le pire. Comment quelque chose d'aussi bon peut être perverti? Eh bien, à cause, justement, de sa bonté, de sa grandeur, tout le monde va l'admirer, lui faire des compliments, etc. Et donc, à ce moment-là, il va se prendre... Et c'est le problème de la notoriété. Et Dieu merci, c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que ça fait 25 ans maintenant que j'ai fait la mécanique universelle. Et quelque chose à préserver tout le temps d'un rush ou de quelque chose qui aurait tout s'est fait graduellement, doucement, à mes moyens, voilà. Et mes moyens sont extrêmement réduits vis-à-vis de la pression ou des choses comme ça. J'ai absolument pas de résistance vis-à-vis de ça. Donc, mais bien souvent, les philosophes, on le voit, hein, ils reçoivent tellement de contradictions, ils sont presque, quand ils rentrent dans la notoriété, quand ils ont la malchance de tomber en notoriété, eh bien, ils ont tellement de pression qu'ils doivent se fabriquer une couenne comme les politiques, comme pour survivre, pour pouvoir supporter la pression, il faut qu'ils rentrent dans la mauvaise foi la plus absolue, même si on les critique ou quoi que ce soit, ils entendent pas, c'est la faute des autres, c'est plus leur faute, etc. pour pouvoir préserver leur santé, quoi, en somme, leur santé mentale. Donc, c'est quelque chose, voilà, cette pression-là, c'est quelque chose, quoi. Là, il va se prendre pour je ne sais pas quoi, et il risque de devenir un tyran. Ouais. Ça, c'est l'hypothèse de Platon énoncée par Socrate, c'est que ceux qui ont un naturel philosophe, c'est l'expression qu'on trouve dans la République, sont pervertis par l'opinion publique. Oui. Parce qu'ils sont tellement admirés qu'ils finissent par s'admirer eux-mêmes. Et quand on s'admire soi-même, je veux dire, il n'en résulte rien de bon. Je veux dire, la passion pour la vérité, elle en prend un coup. Et ça veut dire que le philosophe... Et c'est là où on voit à quel point Socrate, c'est the best, quoi, parce qu'il était ultra célèbre, etc. Et il n'a pas bougé d'un iota. C'est là où on voit que Diogène le cynique, il a fini dans son tonneau, etc., malgré toutes les sollicitations, les trucs, la notoriété qu'il avait. Donc en réalité, c'est possible. Le philosophe le plus intègre va rester dans l'intégrité. Ça, c'est clair. Malgré toutes les sollicitations, malgré toutes les pressions. Est-ce que le philosophe ou celui qui est doté d'un naturel philosophe est corruptible? Ah, mais comme tous les naturels humains, selon Platon. Seulement, lui, c'est pas corruptible, pas si on pense à de l'argent ou quelque chose comme ça. Il peut être justement... l'admiration peut être un poison. C'est ça qui est intéressant de cette histoire. Je sais pas, c'est pour ça que j'avais dit que je pensais toujours dans ce cas-là à une série télévisée, une série américaine qui s'appelait À la Maison Blanche, je crois qu'on avait traduit comme ça, où on voit très bien comment ce qui s'approche le plus d'un gouvernant philosophe, c'est-à-dire un président des États-Unis philosophe, entouré de gens qui sont experts, désintéressés, enfin plein de bonnes intentions et qui ont tous les meilleures intentions du monde et ils ont des compétences. À la fin du premier mandat, qu'est-ce qui se passe? C'est que leur passion pour le bien public, qui est une bonne passion à avoir quand on gouverne, c'est de la place
au désir d'être réélu. Alors, pour vous faire plaisir, Monique Dixot, parce que ça fait bien longtemps que vous nous parlez de cette série à la Maison-Blanche. À chaque fois que vous venez, on vous propose un extrait. Voici donc Arnold de Winnick, le président. Hein. Donc, saison 7, épisode 14, où justement la question se pose de savoir s'il faut dire la vérité au peuple. Sur notre politique énergétique, je veux écouter ce qu'il a à dire. La sécurité de l'emploi ainsi que celle des retraites. Je ne veux pas entrer dans une polémique politicienne après ce qui s'est passé à la centrale nucléaire de San Andreo. Je m'en abstiens. Ça, c'est ce que tu dis. C'était un accident, c'était exactement le genre d'accident que je redoutais quand je me suis opposé à la prolifération des centrales nucléaires au Texas. Il va sûrement esquiver. Je doute que ce soit en regardant Santos faire campagne que nous saurons nous y prendre pour la nôtre. Il n'est plus temps d'observer l'adversaire, c'est l'heure du sprint final. Continuez à bien insister sur les réductions fiscales. La Parlez de la presse ne m'en laisse sécurité. pas l'occasion. Il s'acharne sur moi avec cet incident Arrêtez de nucléaire. penser à la presse. Ce n'est pas du tout ma façon d'agir. Je n'ai pas l'habitude d'éviter les questions délicates. En fait, je dis ce que je pense. C'est comme ça que j'ai été élu. Monsieur le sénateur, je n'ai rien contre la sincérité. En fait, un homme d'État devrait pouvoir ne pas subir devrait pouvoir s'entourer uniquement de gens qui ne manipulent pas, voilà, qui ne lui disent pas vous devriez faire tel ou tel. Et ça, c'est étonnant. Et c'est marrant parce que j'écris à des présidents, voilà, comme on a la possibilité en tant que citoyen d'écrire. Et c'était une des premières choses que j'ai dit, l'importance de s'entourer, d'écarter tout ce qui peut qui propose du machiavélisme, d'écarter le livre de Machiavel de son livre de chevet, de prendre, on a changé de monde, quoi. Le philosophe comme meilleur candidat à la présidence de sa République, c'est qu'il esquisse. On n'est plus dans le monde en leur disant c'est fini, on n'est plus dans le monde de Machiavel, c'est autre chose. Ça va être votre sincérité, la simplicité, l'amour du peuple, la conscience de la démocratie, des valeurs démocratiques qui vont faire la différence. Bien sûr, on peut toujours être élu par la manipulation, c'est ce qui se passe depuis plusieurs élections, hein. On met en face d'un candidat, il s'organise pour mettre en face d'un candidat à peu près central, on va dire, ou juste voilà, d'un candidat normal, on va lui mettre en face un extrême. Et donc le peuple n'a plus le choix, il est obligé de prendre le candidat, même si c'est pas lui qui l'apprécie, c'est presque, voilà, c'est une obligation. Et là, ça fait des élections, ça fait, je leur disais bien, mais c'est dommage de perdre, vous êtes monté si haut pour arriver à tout corrompre, quoi. D'un seul coup, en fait, vous perdez toutes les valeurs qui vous ont poussé pour arriver jusqu'à là. Au départ, les valeurs, elles étaient éthiques, c'était le bien commun, c'était toutes ces choses-là. C'était à l'intérieur de votre âme. Et en fait, en écoutant les mauvais conseillers, et ces conseillers, ils pullulent tout autour de l'Élysée, autour des hommes politiques. Ils sont là en pagaille. Donc alors que c'est le peuple qu'il doit entendre. S'il avait comme conseiller des gens du peuple, si c'était mélangé, s'il y avait des gens ordinaires qui sont infirmières, sages-femmes, machin, voilà, des gens choisis par le peuple parce qu'ils sont éthiques, parce que c'est des gens, on en connaît tous, hein, dans chaque village, il y a des gens qui sont droits, qui sont comme ça, qui sont capables, qui ont une personnalité que tu peux pas corrompre, etc. C'est des gens comme ça autour d'eux, plus les autres, plus les élites qui, voilà. Mais ça changerait tout. D'abord, ça ferait une mixité importante, et ça, c'est ce que je proposais dans ces lettres que j'ai envoyées à la présidence, aux présidences. Public, celle qu'il esquisse dans la République. Donc, nous avons bien reçu cette semaine. Dans la série à la Maison-Blanche, vous avez ici... a bien écouté, a bien vu avec attention, etc., etc. À la Maison-Blanche, vous avez ici le candidat républicain Arnold de Winnick, qui, parce qu'il pense que le nucléaire est nécessaire, se dit « je vais aller le dire à mes électeurs, c'est le nucléaire, c'est la solution ». Ce à quoi ses conseillers lui rétorquent « non, non, c'est pas le bon moment, et il faut pas le dire maintenant, il ne faut pas... » Pardon ? Parce qu'il y a eu un accident nucléaire. C'est ça. Et donc,
donc, on a ici la confrontation, est-ce que c'est comme ça qu'on peut le lire, Monique Dixon, entre celui qui désire dire la vérité parce que c'est la vérité, et ceux qui, plus malins sans doute, plus politiques aussi, vont le conseiller de ne pas dire tout de suite, et à ce moment-là, la vérité. Monique Dixon. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant dans le passage qui est vraiment intéressant, dans le passage que vous avez choisi, c'est que justement, c'est l'opposé, enfin, c'est le candidat opposé à la réélection donc du président philosophe, si j'ose dire, c'est ça, qui rencontre ce problème. Or, vous voyez bien que il est question, c'est une question scientifique qu'il pose. Est-ce que vous êtes certaine du savoir des physiciens qui vous garantissent soit que le nucléaire n'est pas dangereux, soit qu'au contraire il est. Est-ce que vous êtes entièrement convaincu par le fait que le vaccin, etc., anti-Covid, est une protection efficace ou pas du tout? Vous voyez bien que ça se discute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pensez pas que vous avez affaire, même si vous pensez pas ça, mais c'est quand même ça que vous pensez que ce à quoi vous pensez obscurément peut-être, mais vous pensez que ce à quoi vous avez affaire, ce ne sont pas des sciences, ce n'est pas à des sciences, mais précisément à des opinions, puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est ça. Bon. Alors, justement, le problème, c'est que le savoir d'après Platon, puisque c'est une puissance, ne peut avoir que certains objets, des objets parfaitement intelligibles. La médecine, ça les Grecs l'ont su tout de suite, n'est pas une science exacte. Bon, non, la démonstration est faite, on leur réapprend tous les jours, mais enfin bon, ça va, on a compris. Donc, et là, ce qui serait l'immuable dans le politique, ça serait la justice absolue. Et qu'est-ce que c'est que la justice absolue? Ça serait un homme politique qui comprendrait clairement ce que c'est que la démocratie, la souveraineté du peuple, et donc c'est pour le peuple. Qu'est-ce qui est le bon pour le peuple? Si je sais ce qui est bon pour le peuple, si je suis convaincu que c'est l'usine atomique ou que c'est la fin de l'atomique, si je suis convaincu de cette chose-là, pour le peuple, je vais prendre un choix. Si je n'en suis pas convaincu, je vais lui demander. Et je vais demander à l'ensemble des partenaires qui ont les médias, etc., de ne pas influencer le peuple, de lui proposer les choses, voilà exactement ce qu'il y a avec les centrales atomiques ou sans centrales atomiques. Voilà, vous avez tous les arguments bien expliqués. Et maintenant, je vous demande de me dire ce que vous en pensez. Voilà. Si je n'ai pas la réponse, si j'ai la réponse, si je sais que pour le peuple, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y ait ça ou ça ou ça, eh ben c'est comme ça. Si la philosophie a affaire uniquement à des objets intelligibles, d'autres disciplines l'ont aussi, les mathématiques. Bon. Et c'est là qu'on va arriver à la ligne, si vous voulez. Le fameux exemple de la ligne qu'on trouve à la fin du livre 6 de la République de Platon. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai pas lu. À la ligne, on a d'un côté l'opinable, de l'autre côté l'intelligible. Il y a deux sections coupées en deux. Donc il faut imaginer une ligne droite. Une ligne droite que vous pouvez imaginer verticale. D'ailleurs, certains préfèrent la voir verticale, d'autres horizontale. L'opinable, ça s'appelle comme ça. Oui, on dit souvent le sensible et l'intelligible. Vous dites l'opinable. Justement, ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle l'opinable, Doxaston, et de l'autre côté, Noéton, ce qui est intelligible. Bon, alors, dans l'opinable, vous avez ce dont on parlait tout à l'heure, les images sensibles qui vous arrivent grâce à vos sens, grâce à votre corps, auxquels vous donnez des noms. Et à ce moment-là, vous avez une première faculté, parce qu'à chaque espèce d'objet va correspondre à un affect psychique, si vous voulez, intellectuel, des pathématants. C'est pour ça que la notion de puissance commande d'un bout à l'autre. Bon, commande d'un bout à l'autre. Donc, première petite section, ça va être
laïque, ce que Platon appelle, alors je ne sais plus comment Paché traduit, mais c'est presque impossible à traduire, mais disons la conjecture ou l'imagination. Imagination et illusion, Aikasia. Voilà. Bon, en fait, c'est le fait de supposer ce que vous voyez, que c'est bien cette chose-là que vous voyez, que les formes, les couleurs qui vous arrivent, enfin, toutes les choses, toutes les propriétés sensibles qui vous frappent, viennent d'un original, d'un objet, d'une chose. Bon. Donc, vous supposez là, que c'est cette chose-là que vous avez sous les yeux. Bon, pas un homme, pas un fantôme, par exemple. Bon. La seconde section, ça, c'est le piège, c'est la catastrophe propre à l'opinion. C'est que l'opinion, comme elle peut être vraie, vous lui faites confiance. C'est la pistis, c'est la confiance. L'opinion que des hommes qui n'ont que des opinions ont de leurs opinions, c'est qu'on peut s'y fier. Bon, même si l'expérience le démentit tous les jours, ça ne fait rien. Bon, on peut se fier. Et si on se fie à l'opinion, à nos opinions, bon, à ce moment-là, ça nous immunise complètement contre quoi ? C'est là que l'analyse de Platon, pour moi, me surprend toujours tellement elle est, je sais pas comment dire, percutante. L'opinion, une opinion, ça s'affirme ou ça se nie. Qu'est-ce que ça ne fait pas ? Ça s'interroge jamais. Autrement dit, elle n'est jamais interrogative. C'est ça, l'opinion, c'est celui qui pense dire la vérité parce qu'il dit ce qu'il pense. Oui, mais c'est surtout celui qui l'affirme sans jamais avoir le moindre doute. C'est ça, c'est l'absence de doute. Sur ce qu'il affirme, ou qui nie avec exactement de la même façon, catégorique. L'opinion est catégorique. Elle dit oui, c'est ça, ou ça n'est pas ça. Et elle s'oppose à d'autres opinions qui font la même chose. C'est pour ça que la bataille peut durer. Mais ça s'appelle Twitter aujourd'hui. Exactement. Les réseaux sociaux. Bon, donc l'opinion, elle a quelque chose, une dimension qui lui manque, la dimension interrogative. Puis elle a quelque chose en trop, c'est l'opinion qu'elle a d'elle-même, à savoir qu'on peut s'y fier. C'est pas tellement le problème, c'est pas qu'elle soit vraie. Oui, bien sûr, elle est vraie, mais enfin, c'est surtout, on peut lui faire confiance. S'il nous dit ça, c'est que ça vaut la peine. Enfin bon, tous les disques, vous pouvez pas ouvrir la radio en ce moment sans vous demander est-ce que ça vaut la peine de le croire, celui-là. Bon, donc voilà. Et puis l'intelligible, alors là, c'est là que le gros problème du livre 6, c'est il y a d'une part les deux modes de pensée qui ont des objets immuables, intelligibles, parfaitement intelligibles, etc., mais qui sont abordés de deux façons différentes et qui affectent l'âme, donc par conséquent, de deux manières de penser. Alors, Platon ne dit pas que ce sont les mathématiques, il donne simplement deux exemples mathématiques, mais on peut penser que, effectivement, ça marche. C'est quelque chose comme ça, mais ce n'est peut-être pas seulement les mathématiques. Et l'autre, qui est différente. En quoi les mathématiques, la géométrie par exemple, se sert d'images pour raisonner. Bon, alors, l'image du carré, l'image du triangle, ces images elle les tire des objets de la section précédente, elle prend les objets, il y a des objets circulaires, des objets linéaires, enfin bon, des lignes, tout ce que vous voulez. Mais elle fait abstraction de leurs propriétés sensibles, mais bon, et du coup, ces images sont, on peut dire, de bonnes images pour arriver à faire comprendre. Puis on a l'exemple, là encore, célèbre du petit esclave à qui on fait comprendre ce qu'est l'idée de carré, et pas le carré qu'il voit tracé sur le sable ou je ne sais où. Bon. Puis la dernière façon de penser, alors celle-là, elle se passe d'images. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Donc, c'est clair que c'est compliqué. Il va falloir se plonger sur le monde des idées. Il faut que je comprenne ce que Platon veut dire véritablement sur le monde des idées. Alors, moi, c'est clair que c'est mon opinion j'entame chaque vidéo en disant l'humanité est destinée, selon ma théorie, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Voilà, c'est mon point de vue. Évidemment,
je tiens compte de l'opinion inverse. L'humanité n'est pas destinée à ça, l'humanité, etc., etc. Mais moi, j'ai essayé de démontrer cette chose comme en mathématiques, quelqu'un qui va, voilà, on va, je sais pas, il y a eu plein de théorèmes comme ça, il y a eu plein de propositions dans la physique, en physique quantique, en disant, ben, il doit exister cette chose-là. Je pense mon opinion, c'est qu'il existe cette chose-là, mais j'ai pas les moyens de le démontrer. Et puis, 10 ans après, 15 ans après, il y a eu un matériel nouveau qui arrive et on peut démontrer, on dit oui, il avait raison, son intuition était bonne. Voilà, alors donc on peut le dire sous cet angle-là. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection, c'est né d'une intuition, j'ai essayé de l'analyser de façon pragmatique le plus profondément possible. Et pour moi, maintenant, c'est devenu une conviction, mais voilà, c'est au niveau de l'opinion. On peut, et quelqu'un pourrait essayer de travailler dans le sens inverse en disant non, j'analyse les mêmes points qu'il analyse, mais ça conduit pas à cet endroit-là, où l'humanité va vers un échec, ou j'en sais rien. Voilà. Voilà l'idée. Bon, en tout cas, on va reprendre dans la dernière partie de cet épisode 5. À quoi servent les philosophes? Si vous voulez mettre des pouces, vous abonner, etc., envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec d'autres sites, laisser des commentaires et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Et si vous voulez participer, travailler à l'amélioration des espaces, du site, etc., ben vous pouvez m'envoyer un petit message et je suis tout à fait apte à ça. À bientôt.